Donc, aujourd'hui, on va parler de pour se concentrer sur les choses dont on a le contrôle. Puis, si on voit vraiment, je pense ces temps-ci, énormément de monde qui font pas ça. Je sais pas si c'est ça ton expérience aussi, là. Mhm. Le monde. Ben, Oui. ben, je pense que on parlait avant la- de débuter l'enregistrement sur le type d'économie dans lequel on est aujourd'hui. Puis il y a il y a beaucoup de choix pour les gens. Tu comprends? Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de divertissements accessibles facilement, qui coûtent pas cher. OK? Donc, par exemple, si je me mets à la place d'un jeune qui est en train de finir l'école secondaire, d'un jeune qui est en train de finir son bac, euh, il y a tellement de possibilités de, euh, de se divertir, des sources d'informations. Alors, comment faire pour se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut contrôler? Puis, je trouve que c'est un bon sujet de discussion et des, d'actualité et et d'applications rapides pour les jeunes ou pour n'importe quel professionnel en général ou entrepreneur. Puis, tu sais, avec l'inverse, le monde là, qui se concentre pas sur qu'est-ce qu'ils ont. Ben, c'est vraiment, c'est pas tant sur, tu sais, qu'est-ce qu'on parlait avant. Bon, c'est sûr qu'on peut parler de ça aussi. Mais, tu sais, là, le monde. sais, justement avec ça, le contenu sur les médias sociaux, par exemple, ils vont voir plein de choses, ils vont se fâcher parce qu'il y a telle affaire qui se passe dans le monde. Tu sais, là, on peut-être dire un sujet qui le monde n'aimera pas, mais la guerre en Russie. Plein de monde vont parler de ça, de la Mhm. guerre en Russie. Mais la guerre en Russie, c'est en Russie, là. C'est pas au Canada, là, où on est, ou peu, à moins que la personne qui écoute ça est justement en Russie ou en Ukraine, là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui a un pouvoir dessus. Puis, tu sais, se focusser là-dessus, sur le négatif, que, ah, tu sais, il y a cette guerre-là, puis tout ça, tu sais, c'est pas nécessairement bon parce que ça l'amène à rien et ça amène juste du négatif dans sa vie versus, tu sais, si les propres choses ne vont pas bien dans notre vie, se concentrer là-dessus. C'est ça qui, ça, c'est Oui, vraiment. oui, puis les liens que je fais dans ces cas-là, par exemple, un type de nouvelle qui nous est répété constamment. Aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine, mais il y a une couple d'années, c'était la COVID. L'année prochaine, ça va être une autre chose, ça va être l'inflation. Je pense que une question importante, une réflexion importante à faire, c'est comment est-ce qu'on peut contrôler nos émotions. Les nouvelles, les médias, ils jouent avec nos émotions, ils nous présentent des images, ils nous répètent des choses, ils utilisent des mots, des phrases qui vont attirer notre attention et qui vont nous faire réagir. OK? Parce qu'en nous faisant réagir, on peut changer des habitudes, par exemple, des consommations et d'autres au niveau personnel. Alors, je pense qu'une une réflexion à faire, c'est comment est-ce que je peux mieux gérer mes émotions? OK? Où je peux aller chercher de l'aide. Parce que si on veut contrôler, et si on veut bien gérer, qu'est-ce qu'on peut contrôler? Ça commence, je pense, avec les émotions. OK? Si on se laisse aller ou dicter trop par nos émotions, je pense que c'est difficile de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut contrôler. OK? Alors, si je suis conscient que tout ce qui se passe en Ukraine ou une nouvelle, euh, une nouvelle triste ou mauvaise nouvelle que j'écoute aux nouvelles, euh, je peux pas contrôler ça. Je peux pas changer cette réalité. Qu'est-ce que je peux contrôler? C'est de devenir un bon citoyen, de finir mes études, de finir le processus pour lancer mon entreprise, OK? Et en ayant un rôle eh, d'im- d'implication dans ma communauté en étant un professionnel, en étant un prof, en étant un technicien, en étant un entrepreneur, je peux changer les choses au niveau de ma communauté. Si les personnes veulent s'impliquer encore plus, par exemple, au niveau politique, je ne sais pas,
au niveau d'un comité des parents ou d'un comité pour gérer une bibliothèque municipale. Bref, on peut continuer à s'impliquer pour essayer de changer les choses que nous jugeons qui devraient changer selon notre vision. Mais si on n'est pas capable d'être conscient que les médias jouent avec nos émotions, ben, on est constamment, euh, nos émotions sont constamment sollicitées. Alors, comment gérer ça? Comment gérer qu'est-ce qu'on peut contrôler si on ne peut pas gérer nos émotions? OK? Personnellement, et je pense que beaucoup de gens se laissent séduire, par exemple, par les choses qu'ils voient aux nouvelles ou affectés par les choses qu'ils voient aux nouvelles. Et si nous, en plus, on écoute ces histoires constamment, ben, ça prend une place dans nos têtes. Ça prend même une place dans nos cœurs. On est fâché, on est irrité, on est frustré envers, je ne sais pas, un politicien en particulier, un parti politique, envers les gouvernements, les syndicats, je ne sais pas. Alors, c'est difficile à focuser sur les choses qu'on peut contrôler si on laisse toutes ces émotions prendre beaucoup de place. Alors, quelles sont les sources d'émotions aujourd'hui? C'est les médias, c'est les réseaux sociaux. Donc, il y a donc un élément de discipline que chacun doit mettre en place pour contrôler ou gérer ou réduire le temps qu'on passe devant la télé, sur les réseaux sociaux. Parce qu'à un certain moment, oui, c'est du divertissement, ça fait du bien d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec notre famille sur Facebook. Oui, ça fait du bien nous faire rire par quelqu'un qui fait une vidéo sur TikTok, de voir les nouvelles pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce qu'on doit être informé. Mais rester là 20 heures par jour, c'est pas productif pour notre vie et c'est pas bon pour notre santé mentale non plus, là. Ouais. Je pense, je pense que une raison pourquoi le monde fait ça, c'est autant tu sais, d'aller chercher l'échappatoire de ça que de se focusser sur les choses qui n'ont pas le contrôle. C'est que justement, c'est que ça leur enlève le contrôle, ça leur enlève la responsabilité. Tu sais, si c'est il y a quelque chose de négatif, mais s'ils sont pas contents, mais c'est à cause de cette chose de négative-là. Puis là, vu qu'ils se sentent pas bien, ben, ils commencent à écouter des affaires sur les médias sociaux, puis ça fait un gros cercle vicieux que c'est plus de négatifs qui se sentent pas bien, mais c'est de la faute de quelqu'un d'autre, mais tu sais, ils font ce qu'ils peuvent pour se décompresser. C'est ce vicieux-là. Mhm. Oui, pour moi, tu fais lien, le- tu as raison de faire ce lien entre la déresponsabilisation des individus. Ça veut dire qu'on cherche parfois à trouver des justifications ou des arguments à l'externe pour dire que, ou pour expliquer ou tenter d'expliquer pourquoi on n'avance pas dans certains projets, pourquoi on n'a pas atteint certains objectifs, ou peu importe là. Donc, je pense que c'est un reflet jusqu'à un certain point naturel, mais à un certain moment, il faut apprendre à ne plus responsabiliser les externalités de notre manque pour notre manque de rigueur. OK? Alors, et ça s'applique à un professionnel comme à un entrepreneur. En entrepreneuriat, il y a tellement de choses que tu ne contrôles pas, tu vois. Une décision d'un client, une décision d'un fournisseur. La loi peut changer dans les secteurs où tu ouvres. OK? La question est la suivante. As-tu été capable de monter une business model, une entreprise résiliente? La responsabilité est 100% sur tes épaules. Si tu as, si t'as fait des études dans un certain domaine, c'est pas au marché. On ne peut pas blâmer le marché parce que cette année, on embauche plus d'infirmières, moins de médecins, je ne sais pas.
on doit tous faire nos devoirs et évaluer quel est le secteur dans lequel on va travailler, que ce soit au niveau professionnel ou en tant qu'entrepreneur. Après, même si on fait nos devoirs, il y a des choses qui peuvent arriver, il y a, il y a des choses des paramètres qui vont changer et on peut être carrément chassé du marché. Mais je pense que c'est plus une question de qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ma carrière ou pour que ma business soit résiliente à long terme. C'est pas évident, c'est pas facile. Tu fais pas ça à l'intérieur d'une heure, mais c'est notre responsabilité. Nos succès et nos échecs sont notre responsabilité. C'est pas la faute d'autres personnes. Alors, je pense que les liens, je suis très d'accord avec toi à faire ces liens au niveau de la déresponsabilisation, comme je disais tantôt là. On dirait que cette déresponsabilisation-là, tu dis que c'est normal, mais il y a un point où est-ce que ça devient grave, il me semble dans la société présentement, c'est rendu maladif, cette déresponsabilisation-là. C'est comme commun, tout le monde a ça, puis Écoute, moi, j'enseigne le développement durable dans un certificat au HEC et une discussion qui revient suivant, c'est le fait que les gens aujourd'hui, et je m'inclus dans cette réflexion, on ne se rend pas compte du niveau de confort que nous, que nous, euh, que nous avons aujourd'hui. Okay? Donc, on habite en Amérique du Nord, on n'a pas de problème d'approvisionnement d'électricité. Okay? Donc, on a une entreprise comme Hydro-Québec. Donc, même l'hiver, on peut vivre très, très confortable. OK? Même l'hiver, on n'a pas de problème d'approvisionnement d'aliments. Donc, même l'hiver, on peut rentrer dans une épicerie et trouver des fraises, des mangues, des avocats. Et bien sûr, il y a des gens qui ne peuvent pas se payer tout, mais je parle pour la majorité et qu'on est capable de s'acheter le minimum au niveau des aliments pour la maison, on ne se rend pas compte du niveau de confort. On peut trouver toutes sortes de produits et maison, par exemple, pour nettoyer, pour laver, pour désinfecter, pour prendre notre douche. On peut acheter des sels pour prendre un bain à la maison. Où est-ce qu'on était il y a 60 ans, il y a 100 ans? OK? Et on devait travailler encore un peu à la ferme. On devait se déplacer sur de longues distances pour aller trouver un emploi. Et il n'y avait pas tant de choix d'emploi, OK? Donc, et généralement, notre premier emploi, la première entreprise pour laquelle on travaillait, généralement, on restait toute notre vie dans cette entreprise et on montait les échelons. Donc, on est trop gâté aujourd'hui. Il y a trop de confort. Alors, c'est comme le phénomène que je vois et que je discute avec mes étudiants, c'est comme si on a oublié qu'il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas profiter de ces conforts. Alors, je pense que les gens aujourd'hui, eh, en n'étant pas conscients de comment les choses pourraient changer si on manquait, s'il y avait, par exemple, une catastrophe naturelle, un problème avec la chaîne d'approvisionnement qu'on a vécu il y a une couple d'années. Et cette, vivre dans cet confort, je pense que ça nous fait de perdre de vue qu'on est trop dans le confort et que c'est facile de blâmer donc euh, d'autres personnes, le gouvernement. On est trop gâtés aujourd'hui, Benoît, à ce ouais. niveau-là. Ben, même là, tu dis v'là 100 ans, mais si on fait juste v'là 500 ans, les rois les plus riches au monde enviraient le mode de vie qu'on a. Tu sais, on a faim, on Oui, prend des restants qu'on a dans le frigidaire qui est encore bon, on le met dans le micro-ondes. Tu sais, on a froid, on met le chauffage, on a chaud, on met la climatisée.
Oui, puis, par exemple, une autre analogie que je peux faire, c'est par exemple, si on prend comme exemple le Québec et la société québécoise aujourd'hui, ben, à l'époque, c'était les colons français qui sont arrivés au Québec. Oui, la couronne française a financé l'expériment de coloniser, mais c'était les colons français qui se sont trouvés ici mal habillés l'hiver et qui ont été aidés par le peuple autochtone pour survivre pendant des années, le temps de bâtir une ville comme la ville de Québec, Trois-Rivières, Montréal. Avant ça, la vie pour les colons, c'était difficile ici. Et donc, à l'époque, et jusqu'à récemment, jusqu'à la moitié du 20e siècle, je pense, c'est la société québécoise, c'était essentiellement une société agricole. C'est l'économie, c'était essentiellement l'agriculture. Alors, les familles à la ferme, fallait qu'ils soient tellement bonnes au niveau de la gestion des semences, au niveau de la gestion au moment de la récolte. Donc, il y avait une partie des récoltes que la famille vendait, qui coulait sur les marchés, et le reste, il n'y avait rien qui était gaspillé parce qu'on transformait tout dans des petites conserves. Donc, c'est normal, par exemple, au Québec, on parle aujourd'hui de produits du terroir, mais c'est les colons français, les Canadiens français et les Québécois qui ont gardé cette richesse gastronomique. Mais à la base, cette richesse gastronomique vient d'un besoin. Il fallait, il fallait profiter de toute notre petite récolte à la ferme, OK, pour être capable d'avoir d'autres produits pour manger l'hiver. OK? Alors, même il y a, quoi, comme tu dis, 100 ans, hein, on était dans toute une autre réalité ici au Québec. Et donc, c'est comme si on a oublié cette partie de notre histoire où il fallait faire attention avec nos ressources et où on ne pouvait pas tu sais, gaspiller, c'était un luxe essentiellement. Et aujourd'hui, 30% de la nourriture dans le monde dans les pays industrialisés, ben, 30% de la nourriture se trouve dans un site d'enfouissement. Parce qu'on a perdu cette capacité à être aussi affecté, je dirais, par un restant de nourriture qui traîne dans notre frigo que finalement on va jeter. Ça fait pas de sens, mais c'est le même phénomène. Mais oui, tu sais, nos parents, tu sais, ils se faisaient dire si tu manges pas ton souper, ça va être ton déjeuner demain matin, là. Puis, tu sais, Oui, tu parles d'un autre luxe. Il y a un luxe qui est comme personne voit, là. Ça a l'air ridicule, mais c'est les Kleenex. Les Kleenex, c'est un bout de tissu en papier que tu te mouches dedans puis tu le jettes. Tu sais, là, même pas si longtemps que ça, là, le monde, il fallait qu'il prenne un bout de tissu dédié à se moucher, il fallait qu'il le lave parce qu'il ne pouvait pas se permettre de juste jeter des Kleenex puis d'utiliser ça. voilà, on est dans une époque si tu veux, de jetable. OK? Ouais. Et tu parles des tissus pour se moucher, et c'est un très bon exemple. Regarde, toi tu es, très bien habillé aujourd'hui avec un complet. Écoute, il y a même encore 40 ans, nos grands-parents, OK? Ils ne s'habillaient pas en t-shirt ou en running shoes. C'était des vêtements de qualité qui duraient longtemps, OK? Donc, pour nos grands-parents, acheter un complet, un veston pour les jeter dans 6 mois, c'était impensable. Tu comprends? Alors, c'était des vêtements qui ont gardé longtemps. Donc, c'était des vêtements de qualité, donc qui valaient donc l'inversion. Et donc, à l'époque, je me souviens très bien, mon grand-père qui se promenait toujours avec son veston, son chapeau et ses tissus pour se moucher le nez qu'il avait à la fin de la journée. Donc, il partait toujours avec une ou deux. Et même quand j'ai commencé l'école primaire, j'avais mon kit de tissus pour me moucher le nez ou pour, je ne sais pas, me nettoyer si je jouais du soccer à l'école.
aujourd'hui, on a trouvé, la technologie nous a permis de fabriquer tellement de produits, OK, pour notre confort quotidien, et, mais malheureusement, qui sont pour la plupart jetables ou même ceux qui sont, on va dire, recyclables, ben, on n'a pas toujours la capacité pour les recycler, donc ils vont finir quand même dans un site d'enfouissement. Alors, la technologie aussi nous a permis d'avoir tous ces petits conforts dans le quotidien qu'on n'avait pas dans le passé, là. Mais le niveau de confort est rendu tellement élevé que des choses qu'on considère de base, le 100 ans, c'était un luxe. Tout à fait. Et je pense que ça va à d'autres niveaux aussi. Il y a 60 ans, il y a 100 ans, quels étaient les choix ou les possibilités de te faire financer par un organisme pour partir un business? C'était difficile. Mm. Tu comprends? Fallait aller voir peut-être une coopérative. Il n'y avait pas beaucoup de banques. Donc aujourd'hui, même pour le financement, si on veut partir d'une entreprise, on peut trouver quelques ressources, quelques subventions et on peut commencer. Donc c'est bien, c'est parfait. Mais on oublie d'où on vient, puis on oublie comment c'était difficile et, et on ne devrait pas prendre pour acquis cette économie et ces modèles parce qu'on l'a vu avec la COVID. Peu importe les raisons ou pourquoi la COVID est apparue, il y a eu un dérangement de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Mm. Et même si au Canada, on n'a pas été trop dérangé, il y a eu d'autres pays où il ont manqué certains produits pendant certains mois. Et donc, acheter certains produits pour la maison, c'était devenu un luxe. Mm. Non, mais il y avait Alors, des. On s'en est pas rendu compte tant que ça au Canada, mais il y avait des affaires. Le 7-Up diète, il était pas capable de fournir. Il y a un ingrédient qu'il y avait dans le diète qu'il n'y a pas dans les autres, qu'il était juste pas capable d'avoir. Parce qu'il y oui, avait. puis, Ouais. oui, puis aujourd'hui, il y a au niveau de certains médicaments, il y a une pénurie de certains médicaments pour des enfants. Bref, je ne vais pas dire la marque, là, mais il y a une pénurie de certains médicaments. Donc, on, on est dans un monde très confortable, une économie du jetable, si tu veux, de l'obsolescence programmée. Mais quand même, ça reste une économie fragile, un modèle fragile, parce que s'il y a des externalités qui viennent bousculer, ben, on l'a vu avec la COVID, que ça peut, notre réalité pourrait changer. Donc, qu'est-ce que je vois aujourd'hui, par exemple, pour compenser cette situation? Bon, il y a des nouvelles tendances alimentaires, véganes, végétaliennes, par exemple, qui font la promotion d'une alimentation plus équilibrée, moins de pesticides, moins de transformés. Je vois apparaître aussi beaucoup par exemple, d'entreprises qui t'offrent des semences, un kit de semences pour faire pousser tes fines herbes à la maison, tes poivrons, tes courgettes, bref. Donc, on voit des bonnes choses quand même et je pense que quand on est conscient de ces niveaux de confort, quand on est conscient de l'impact sur nos finances, de toujours acheter des choses qui ne sont pas essentielles pour notre mode de vie, on peut focuser et mettre notre énergie sur les choses qu'on peut contrôler. Mm. Comprends? Mais je pense que pour certaines personnes, il y a un processus naturel, si tu veux, de maturité qui évolue, on évolue tous. Il y a certaines personnes qui sont conscientes, mais qui sont confortables dans son confort, qui aiment ça. Et il y a d'autres personnes qui, au moment de faire cette réflexion et faire certains constats dans sa vie personnelle, ben, ils se prennent en main, puis ils vont mettre les bonnes énergies à la bonne place pour être capable de créer la qualité de vie que eux ils jugent qui est la meilleure pour eux et sa famille, tu vois. Mm. Donc, je pense que les gens, ils finissent par les voir, mais après, est-ce que qui prennent action, qui passe à l'action, ça, c'est pas évident pour tout le monde.
Où est-ce que tu penses que ça va se rendre, ça? Le monde qui vont prendre action ou le monde qui vont se plaire dans le confort? Malheureusement, je pense que il faut aider les gens à, à, à faire ce type de réflexion. Et malheureusement, faudrait voir comment, comment le système d'éducation au Québec, au Canada, euh, aide les jeunes à, à développer une pensée critique, par exemple. Alors, si c'est pas le cas, moi, j'ai pas d'enfant, donc je connais pas vraiment, j'ai pas eu la chance de prendre les pouls du système d'éducation au niveau primaire, au niveau secondaire. Donc, je ne sais pas vraiment, je peux pas juger, j'ai pas d'enfants qui vont à l'école. Mais si c'est pas le cas, donc il faudrait s'assurer de choisir des dirigeants au niveau de la politique qui sont conscients de de cet phénomène et qui sont prêts à faire des changements au niveau du système d'éducation pour aider les enfants à à développer une pensée critique. Pas dans les vues euh, je sais pas, de influencer sur une pensée en particulier, mais juste que les enfants soient capables de lire, de faire des résumés et d'être capables donc d'évaluer et juger l'information qu'ils reçoivent constamment. Moi, je pense que c'est ça le plus gros défi. Mais encore là, je ne peux pas dire qu'on ne le fait pas au Canada parce que je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas vraiment d'éléments pour juger si cet élément est bien encadré, géré, promu par le système d'éducation. Mais je pense que ça devrait commencer par là. Parce que toi et moi, bon, on a déjà un certain âge, on a fait une partie déjà de notre vie, donc on a essayé des business, bref, on a, on a évolué, notre passé a évolué, puis je pense on est des citoyens responsables, puis mais la question c'est après. Donc, les générations qui viennent après nous, donc, est-ce qu'on est en train de leur donner les outils pour qu'ils développent une pensée critique? Ça, c'est la question pour moi. Après ça, chaque génération va décider comment il veut gérer ces choses, comment il veut gérer son gouvernement. Mais si on développe une pensée critique, je pense on a de l'espoir à long terme. Tu comprends? Ouais. Mais ce serait à long terme. Je sais pas les écoles comment que, comme moi aussi, j'ai pas encore d'enfants. Que- Mais, Mais, mais écoute, pour revenir un peu donc, à focuser sur les choses qu'on peut contrôler, mon cheminement personnel euh, m'a permis de faire les constats à un certain moment parce que, bon, moi, j'ai une personnalité cartésienne, très analytique. Je fais la faculté de génie dans mon pays, donc j'ai besoin de beaucoup analyser les choses. OK? Donc, analyser les choses m'ont toujours permis me, euh, de me donner, par exemple, des objectifs et, on va dire, réalistes tout le temps. OK? Donc, j'ai essayé plusieurs méthodes, j'ai essayé euh, des cheminements différents pour atteindre mes objectifs. Et à un certain âge, plus que je me rapprochais de la quarantaine, c'est là où j'ai pu faire un bilan. J'avais bien avancé dans certains aspects de ma vie, mais dans d'autres, j'étais comme, wow, je suis en retard, en guillemets, pour, je ne sais pas, ramasser l'argent pour la retraite ou pour finir une formation ou pour voyager. Ou, bref, le fait de toujours me donner euh, des objectifs à chaque année et j'étais
j'ai toujours été rigoureux un peu dans la quête de l'atteinte de ces objectifs. Ça m'a permis à un certain moment de faire un gros bilan de vie. Proche de la quarantaine, donc je pense que certaines personnes appellent ça la crise de la quarantaine, mais c'est ça qui m'a permis de voir, OK, pour ces éléments-là, je suis satisfait avec ce que j'ai créé à date. Pour ces éléments-là, je ne suis pas satisfait. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer à pousser pour les atteindre ou j'ai créé d'autres choses? Donc, pour certains aspects, j'avais pas le choix. Il fallait que je continue à pousser pour mettre en place des choses qui vont me permettre d'avoir une bonne qualité de vie. Dans d'autres cas, ça m'a permis de réfléchir et de me dire, je ne peux pas me stresser pour ça. C'est pas des choses qui me passionnent. C'est pas des choses qui vont m'amener le bonheur ou l'argent. Donc, je les ai mis de côté et j'ai créé d'autres choses, d'autres objectifs sur lesquels je travaille, certains que j'ai atteints, certains qui me semblent loin encore. Mais c'est ça qui m'a permis donc de faire ce bilan et dire, bon, voici qu'est-ce que je peux contrôler. Hmm. Tu comprends? Ouais. Au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau entrepreneurial, parce que tu me connais, j'ai essayé aussi des choses et je continue à essayer des choses, mais je me donne moins de tort aujourd'hui. Donc, j'essaie une chose, j'essaie d'être rigoureux avec une nouvelle méthode ou une nouvelle façon de faire les choses ou simplement une autre approche. Et ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Tant que je rentre dans mes objectifs financiers euh, et de qualité de vie, ben, il ne faut pas oublier qu'il faut vivre le présent. OK? On se perd beaucoup des fois dans l'effet de, oui, dans 10 ans, il faut que j'aille euh, bâtir ma maison, une maison de 2000 pieds carrés, 2 millions de dollars. Oui, c'est bien de se donner des objectifs à long terme parce qu'il ne faut pas oublier le long terme. Mais à un certain moment, cette réflexion, ça m'a permis aussi, donc, pour être capable de focuser sur ce que je peux contrôler, il a fallu que je revienne à terre, si tu veux, pour vivre le présent. Donc, le présent, c'est ça que je peux contrôler. Je dois apprendre de mon passé. Je dois essayer de créer mon demain aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui que je peux contrôler. Je ne peux pas contrôler le passé. Je ne peux pas contrôler qu'est-ce qui va arriver demain. Je Hmm. peux contrôler aujourd'hui. Mais c'était c'était un cheminement qui m'a pris des années à faire puis à réaliser. Donc, chaque personne est différente, le cheminement est différent, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette réflexion quand même. Je pense qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à certains sujets au niveau de la politique, l'environnement, l'économie, les, euh, les contrats sociaux en tant que société, à l'intérieur de notre société. Donc, je pense que les gens commencent à être de plus en plus conscients et chacun le fait à partir de ses expériences personnelles, de son contexte, de tout ce qu'ils ont vécu durant durant sa jeunesse. Puis, je pense que tout le monde essaie quand même de proposer quelque chose pour le futur, d'apporter quelque chose. Et je pense que dans la mesure où on focus de façon réfléchie sur les choses qu'on peut contrôler dans notre quotidien, je pense que l'impact est encore plus important qu'essayer de contrôler à long terme ou essayer de changer le passé, tu comprends, en Mhm. se donnant tort sur certaines choses. Ouais. Je pense que ça conclut bien le sujet pour aujourd'hui, cela. Excellent. Ben, écoute, merci pour l'invitation, Benoît. Ça Ben, m'a fait merci. plaisir d'échanger avec toi.